Je vous laisserai lire l'article, mais grosso modo, on a notre ami qui travaille pour Ionos, hein. Max Kellerman travaille pour Ionos et il se rend compte que il y a plein de clients qui appellent sa boîte et qui disent on comprend pas, on a des problèmes de corruption et il voit dans plusieurs entreprises le même souci. On lui ouvre des tickets de support et on lui dit écoute, jette un coup d'œil, il y a des fichiers corrompus. Le client se plaint, on a des journaux d'accès qui ne peuvent pas être décompressés. Alors au début, il se dit bon, ça arrive, hein, des journaux corrompus, il regarde, ce sont des fichiers gunzip, gzip, et on a une erreur au niveau du fault. Hein. C'est le gzip est encapsulé et on a le CRC à la fin qui vérifie. Hein. L'intégrité, c'est la correction d'erreur. Et là, il se rend compte que le CRC, il est corrompu. Il y a un problème au niveau de la scission, comment le fichier a été encapsulé, hein, puisqu'il a été compressé, et visiblement, en corrigeant le CRC manuellement, à la main, il arrive à nouveau à décompresser l'archive, il clôture son ticket d'incident, il rappelle son client, lui dit, écoute, j'ai réglé le problème. Quelques jours se passent, quelques semaines se passent, et à la fin du mois, nouveau ticket, nouveau fichier corrompu. Et ça s'échelonne sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Lui, ce qu'il sait, c'est que, typiquement, ils ont une infrastructure avec des serveurs web, avec de l'open source. Ça utilise de l'UDP. Donc, UDP, on utilise des datagrammes en réseau, et ça utilise le protocole de multidiffusion UDP. Chaque requête HTTP est récupérée, renvoyée au serveur de journalisation, qui utilise une base de données en open source, qu'on appelle Pond. Ensuite, la nuit, les journaux d'accès sont splittés, hein, découpés, et ensuite compressés via une archive, une librairie, pardon, qu'on appelle zlib. Un zlib permet de faire de l'inflating, deflating, c'est-à-dire de la compression, de la décompression à la volée avec des librairies en C. Hein. Donc via le HTTP, tous les journaux d'accès d'un mois peuvent être téléchargés. On les compresse via un fichier GZ, hein, qu'on appelle gunzip, et on n'a pas de gunzip sous Windows. Windows, lui, comprend par contre le zip. Alors le zip, c'est quoi, vous allez me dire, par rapport à GZ? Le zip, le point zip par rapport au point GZ, en fait, c'est comme une sorte de matrice. Ça va encapsuler le fichier GZ et lui ajouter de nouvelles métadonnées pour que Windows puisse comprendre. Grosso modo, on a un en-tête, un header, zip, et on a la concaténation de tout le contenu de la data, sa structure intrinsèque au format GZ, et on a également ce qu'on appelle un répertoire central. Hein, c'est un autre type d'en-tête. Donc ces deux en-têtes plus la structure concaténée du GZ forment le fichier zip qui peut être interprété par un utilisateur Windows. Nativement, tous les Linux arrivent sans problème à gérer les points GZ. C'est pas le cas de Windows. Vous l'avez compris. Et en creusant, il sait que, en fait, on se sert de Splice pour alimenter les données directement du disque dur, hein, dans la connexion HTTP, sans passer justement par cette limite noyau-espace. Hein, c'est ce qu'on appelle du zéro copie. Ça permet de libérer de la mémoire au niveau de la bande passante et ça consomme quasiment rien au niveau du processeur. Sinon, on devrait passer par des syscalls et faire la jonction entre le kernel land et le user land, ce qui entraînerait un goulet d'étranglement. D'accord? Je vulgarise. Allez lire l'article, c'est fascinant si vous comprenez. Donc, encore une fois, des jours se passent, des semaines se passent, et de plus en plus de tickets d'incidents. Et là, il voit qu'on a un problème systémique. Hein, il y a des problèmes récurrents. Donc, il commence à analyser, et il se focalise sur ce fameux répertoire central. Le répertoire central, il faut mieux comprendre en fait la structure. Hein, la structure, et je vous parle tout le temps en forensique du magic number. Hein, et comprendre aussi, avoir une bonne connaissance de l'historique, l'historicité. Hein. En fait, Zip, ça remonte à
1989, on a une société qui s'appelle PKWare. PKWare crée un premier utilitaire qui s'appelle PKZip. Hein, et il va permettre de remplacer les formats de compression qu'on utilisait avant, qui s'appelait ARC. Quelques années se passent, Microsoft décide d'inclure le support zip et il va introduire le nom qu'on connaît tous de compressed folder, hein, d'archives compressées. Donc ça, il l'introduit dans Microsoft Windows en 98 via Windows Plus, qui est un add-on pour Windows 98, et ça va continuer avec la version 2000 Windows ME Millennium, hein, que vous avez peut-être pas connu, mais que nous on a connu, et on voit toute cette historicité. Donc je vous ai dit un fichier en forensique. Qu'est-ce qui définit un fichier en informatique? On a son extension. Si c'est un fichier zip, je peux dire que c'est un point zip, d'accord? Et j'ai son MIME. Le MIME, hein, ça permet tout simplement de traduire le contenu, hein, du média. C'est le Multipurpose Internet Mail Extension. Donc c'est un standard qui a été introduit avec Internet il y a fort longtemps et ça permet de comprendre, hein, le contenu d'un message mail et éventuellement de le convertir, notamment en ASCII, hein, pour que ça soit intelligible par l'homme, mais aussi mieux comprendre la nature des pièces jointes. Hein, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être des images ou éventuellement des programmes applicatifs. D'accord? Donc ça, le MIME se base sur un corps et il est constitué de différentes parties. Notamment, on a le header. Justement, en forensique, en s'intéressant à l'entête du MIME, on peut comprendre la nature, la structure et la vraie structure. Parce qu'on peut falsifier l'extension. Je t'explique. Il n'y a rien de plus compliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Touch toto.txt. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un fichier qui s'appelle un fichier texte.txt qui s'appelle Toto. D'accord? Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? mv toto.txt toto.pdf. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de falsifier l'extension. Alors c'est quoi? C'est un fichier PDF maintenant? Ou c'est un fichier texte? Toi, hein, l'extension c'est fait pour les êtres humains. Tu vas dire, ouais, attends, pour un PDF, c'est un PDF. Est-ce que c'est vraiment un PDF? Non, c'est fichier. C'est resté vide. Alors, je vous ai dit sous Linux, on s'en fout des extensions. Hein, contrairement à Windows, qui lui vraiment se base sur les extensions. Linux se base uniquement sur le fameux MIME. M-I-M-E, MIME. Hein, alors que Windows se base uniquement sur, enfin, également sur le MIME, mais aussi sur l'extension. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, je peux faire un anneau, un PDF, hein, va ouvrir sous Windows avec ton éditeur de texte un fichier PDF, tu vas voir qu'il va te dire, eh, mais t'es fou, toi. Tu crois que tu peux écrire dans un PDF comme si c'était un fichier texte? Sous Linux, on peut le faire. Pour que tu comprennes bien. D'accord? Ok, il a l'extension PDF. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que me dit file? File me permet de déterminer sous Linux la nature du fichier en s'intéressant à quoi? À l'extension? Non, vous l'avez compris. Il va rechercher le fameux en tête, le header MIM. Et le header, qu'est-ce qu'il dit? Quand ce fichier a été créé, eh ben, on lui dit il y a de l'ASCII. Il y a de l'ASCII. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à faire la différence. Donc, il a l'extension PDF, mais c'est bien un fichier texte, puisqu'on a de l'ASCII, c'est encodé en ASCII. D'accord? Donc, vous comprenez bien que l'extension, ça peut être une preuve, ça peut être un premier, euh, comment dire, une première vérification, mais le plus important, c'est le fameux MIM. Revenons à notre zip. Eh ben, vous allez voir que justement, c'est ça qui est intéressant. On a des nombres magiques qui sont
récurrents. Ça commence toujours par PK 03, 04, PK 05, 06 s'il est vide, et si on a une fusion, c'est PK 07, 08. Pourquoi PK? Vous l'avez compris, parce qu'initialement, ce 14 février 1989, il y a plus de 33 ans, c'est PKWare qui a créé sa solution. Donc PK, comme le nom de la société. Et vous allez voir que ça a son importance dans toute la rétro-ingénierie qu'a fait notre auteur. Et c'est comme ça qu'il a découvert la faille. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fichier zip, il est structuré. Il est structuré, il est chiffré, on utilise des méthodes de compression et on a les file headers. Les file headers sont multiples. On a le local file headers, on a le data descriptor et on a notre fameux central directory file header dont je vous parlais tout à l'heure et sur laquelle il a planché. Hein, et à la fin, on a ce qu'on appelle le EOCD, c'est le End of Central Directory Record. C'est les deux derniers qui vont nous intéresser. Le Central Directory File Header et le End of Central Directory Record. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un clair problème au niveau de quoi? Je vous disais, je vous ai parlé en préambule, il a vérifié les CRC. Hein. Il a vu qu'il pouvait corriger manuellement le CRC. Après, en creusant, il se rend compte que ce fameux fichier GZ, quand on utilise le splice, hein, qui permet donc de faire un bypass et de faire un zéro copie, eh ben, de temps en temps, il y a une corruption au niveau de ce fameux fichier zip. On a vu que un zip, en fait, c'est un GZ amélioré pour que Windows puisse le gérer. Donc, il va désassembler. Hein. Il va vérifier la concaténation. Il va prendre un des fichiers qui est corrompu, que lui envoie son client, et il va regarder le bloc mémoire. Et là, à sa grande surprise, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il voit la structure interne, hein, classique, qui commence par 05, 06. Donc il se dit, ah, on dirait le zip et le CRC et la longueur du fichier non compressé. Son premier fichier fait 19 KO et il se rend compte que une fois qu'il a été compressé, le CRC est complètement biaisé, complètement faux. La longueur non compressée, maintenant, elle passe à 1,3 MO, alors que le fichier d'origine fait que 19 KO. Donc, au niveau du CRC, on a ce qu'on appelle une écriture hors limite et un bug de corruption, du tas. Hein, vous vous rappelez, la pile, le tas. Donc là, visiblement, c'est le tas qui a impacté dans le client de journal. Donc là, il commence à se gratter la tête. Il fait comment c'est possible? C'est impossible. Il sait qu'il y a une erreur au niveau du CRC 32 qui est censé vérifier l'intégrité de quoi? Bah, du fichier. Hein. Donc on a deux fichiers avec une même longueur de fichier, pourtant ils ont un CRC qui est différent. Et ça, mathématiquement, c'est impossible. Il y a une erreur quelque part. Donc il commence à creuser, à regarder le code, et à bout d'un moment, il a trop de boulot, il met ça en stand-by, et il se dit, on verra plus tard. Et à nouveau, on lui ouvre des tickets, et il y a à nouveau des clients qui lui disent, écoute, on a encore des problèmes, j'arrive pas à comprendre. Donc là, il reprend, le soir, il rentre chez lui, il bosse, et il recreuse. Il recreuse l'analyse forensique, et il se focalise sur les 8 premiers octets. Hein. En bas niveau, il se rend compte qu'on a ce fameux, ça a l'air d'être un code ASCII. Le premier octet, c'est un 50 et un 4B. 54B en ASCII, ça veut dire PK, le fameux PK de la structure zip. C'est ainsi que tous les entêtes zip commencent. Donc là, il commence à se dire, ok, donc on va regarder les magic bytes, les magic numbers. Donc j'ai 8 octets, d'accord? J'ai 50, c'est mon premier octet. 4B, c'est mon deuxième. O1, c'est mon deuxième. Mon troisième, pardon. 02, c'est mon quatrième. 1E, 03, 14, 0, 0.
Donc les deux premiers, 54B, je sais que c'est PK. 01, 02, les seconds octets, c'est le code de l'entête, du fichier du répertoire central. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? La structure d'un fichier zip, on a le fameux central directory, file header. Et on a le end of central directory record, EOCD. C'est là-dedans que tout va se passer et c'est là-dedans qu'il va comprendre la faille et ce qui se passe et pourquoi ces fameux fichiers zip sont corrompus et pourquoi on a un problème récurrent qui a une certaine temporalité. Il va se rendre compte que l'erreur sur ces fichiers apparaît pas tous les jours. Elle apparaît en fait tous les mois. Et là, il va commencer à essayer de comprendre les mécaniques sous-jacentes qui poussent la corruption des dix fichiers. Il fait la vérification et le 1E03, si on parle d'offset, c'est du, en hexa, c'est du OX1E. Ça veut dire 30. 30, mais c'est un flottant. Donc c'est un 3,0. Donc ça veut dire version 3 de Unix. D'accord? Et ensuite, il continue à regarder le header, à décomposer, à le traduire en ASCII. On est en binaire, en hexa, on passe en ASCII pour que nous, on puisse le comprendre. Et on a 14,00, ça donne 0x0014, et ça veut dire 20, donc 2,0. Et ça, c'est version nécessaire à l'extraction. Donc version faite Unix 3.0, version nécessaire à l'extraction 2.0. Et le reste est manquant. L'entête a apparemment été tronquée. C'est ce principe de corruption de l'écriture. Et erreur, du coup, du CRC. Donc c'est le début d'une prise de tête pour lui, mais il se rend compte qu'au niveau du répertoire central zip, qui est vraiment, via son en-tête, la partie pas la plus importante, mais en tout cas qui nous intéresse aujourd'hui, le processus apparemment écrit, mais ce processus qui est écrit au niveau du noyau, Linux n'a pas les droits de générer un pareil en-tête, un tel en-tête. Donc il comprend pas. Il a un processus qui tourne dans le userland et pourtant, pour faire ces modifications, il faudrait avoir les droits en écriture. Or, ce processus n'a pas les droits en écriture. Il a uniquement les droits en lecture seule. On en revient à ce que je vous disais, à notre héros. Et il voit que ça. Il commence à analyser tous ces fichiers pendant ces longs mois qu'on lui a donnés. Il recommence à faire de l'analyse forensique. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Il se prend la tête et il voit tous ces en-têtes. PK, 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 comme un motif récurrent. Alors là, il se dit, il y a anguille sous roche, quoi. Il veut comprendre. Ça le rend fou. Et là, il essaie de comprendre mieux, voir les interactions. Donc, si on synthétise, le service web, lui, il construit les fichiers zip à la volée, et le Prometheus s'exécute en tant qu'un utilisateur différent, qui n'a pas les autorisations d'écriture sur ces fichiers. Donc, de facto, il se dit, je suis en train de devenir fou. Ça peut pas être ce processus. C'est impossible. Il ne peut pas. Puisque, vous allez voir, on va parler de corruption du kernel. Et on va parler aussi de cette logique. Parce que c'est très facile de dire, c'est pas moi qui ai injecté ces erreurs de code. Un kernel, c'est extrêmement complexe. Et honnêtement, si vous ne comprenez pas la complexité intrinsèque d'un noyau, d'un système d'exploitation, on a vite fait de faire des simplifications intellectuelles et de se dire, mais les gars qui codent ça, c'est des débutants, c'est des merdes. Moi, j'aurais fait mieux. Bah écoute copain, le jour où tu vas coder un noyau Linux, tu m'appelles, parce que moi, pour l'instant, je sais pas le faire. D'accord? Donc je vous ai dit, restez toujours humble, et c'est toujours plus facile de tirer sur l'ambulance une fois que le lièvre a été soulevé. On a sorti le lapin du chapeau, blanc ou noir. D'accord? Donc là, il se dit, il faut que je creuse. Il doit y avoir un problème. Donc il regarde tous les tickets qu'on a ouverts d'assistance. Vous savez, quand on a un problème en informatique, on ouvre des tickets et on escalade ça à niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 3, c'est le top du top, c'est le BTE, Bureau technique d'études, les ingénieurs, et ils essayent de débugger, de comprendre, d'analyser le problème. Je vous ai dit, un problème complexe, on l'analyse
et on va diviser ça en plusieurs étapes. Et ces fameuses étapes, cette réflexion, cette RE, cette rétro-ingénierie qu'il a faite, c'est comme ça qu'il a compris le POC, qu'il a compris qu'il y avait un exploit réel au niveau du noyau Linux. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de temps passé à essayer de comprendre ce problème de corruption de fichiers dans cette file d'attente. Donc la pression s'exerce, hein. Les clients sont pas contents et il a pas d'explication rationnelle à donner à son patron. Donc il continue de bosser jour et nuit et là il scanne tout le disque dur que lui a donné un client et il y a beaucoup de fichiers corrompus. Et là il utilise le principe de temporalité. Alors, je vous ai dit, quand vous avez un problème ou une cyberattaque, il faut regarder le temps. Le temps, c'est extrêmement important puisque ça va permettre de situer les événements et de trouver les motifs récurrents, ce qu'on appelle les patterns. Et là, il y a un certain pattern. Si on s'intéresse à la structure temps, on a 37 fichiers corrompus au cours des 3 derniers mois. On a 22 jours uniques, ça c'est où ils se sont produits. 18 de ces jours ont une corruption. Ensuite, on a un jour de corruption, un jour 7 corruptions, un jour 6 corruptions et un jour 4 corruptions. Et là, ils regardent quels sont les jours de la semaine, quels sont les jours du mois. Et là, ils commencent à comprendre et à voir qu'il y a un réel motif au niveau de la recrudescence. C'est cyclique. Le dernier jour de chaque mois est clairement celui où la plupart des corruptions se produisent. Et là, ils commencent à comprendre. Donc, le serveur de journaux principal, il fait des corruptions. Ça permet de servir les connexions HTTP et de créer ces fameux fichiers zip, gunzip. Le serveur de recours, c'est le même serveur, c'est un clone. Il est avec l'HTTP inactif, mais c'est le même processus d'extraction de journal. Et là, il se rend compte que il y a aucune corruption. Ça veut dire que le serveur de secours qui est pas utilisé, qui n'est pas relié à la connexion HTTP, lui fait sa journalisation et son extraction d'archives parfaitement, normalement. À l'inverse, celui qui est nominal, qui permet de faire fonctionner l'infra, il se rend compte qu'il y a une grave erreur au niveau des CRC et de la corruption intrinsèque de l'ensemble de certains, comme vous le voyez, fichiers gzip. Alors là, il se dit, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est de la RAM qui est fautive? Est-ce que c'est dû à un mauvais stockage? Peut-être des vents solaires, des rayons cosmiques? Ne rigolez pas. Ça peut arriver. Si on a des rayons cosmiques qui traversent votre processeur, on est traversé chaque seconde par ces vents, ces rayonnements cosmiques qu'on appelle les vents solaires, ça peut en effet endommager le matériel. À un certain moment, vous savez que en très bas niveau, au niveau de votre processeur, c'est ce qu'on appelle du bit flip. Le 0 devient un 1, le 1 devient un 0, et ça se fait des milliards de fois au niveau des registres, au niveau des transistors, à la seconde. Et si jamais t'as de la matière, puisque les rayons cosmiques qui nous proviennent du soleil, c'est de l'énergie. Et cette énergie peut être suffisante et faire une perturbation électromagnétique et modifier un 0 en 1, ou plusieurs 0 en 1, ou plusieurs 1 en 0. Et là, vous savez que c'est le début de la fin, en termes de fiabilité du calcul effectué par l'ordinateur. Donc là, il commence à s'intéresser au code. Il se dit, je suis en train de soulever un lièvre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre, il faut que je comprenne. Là, ça l'obnubile. Donc il regarde son service web, il sait que ça génère l'entête zip, ça utilise la fonction splice pour envoyer tous les fichiers compressés, et ça appelle à la fonction write. Et avec l'entête de fichiers et le répertoire central, on se retrouve avec la corruption classique. 50, 4B, 01, 02, 1E, 03, 14, 0, 0. Et vous l'avez vu plus haut, ça veut dire PK, version Unix 3.0,
mise à jour de la version 2.0. Et là, il voit ce motif, cette pattern récurrente, partout, dans tous les fichiers qu'il analyse. Les données sont envoyées par le thread au niveau de la programmation et ça crée des fichiers corrompus sur le disque. Le processus d'envoi du thread n'autorise pas pourtant l'écriture sur ces fichiers. Il ne fait que les lire. Il n'a que les droits en read-only. Donc, comment peut-il écrire s'il n'a que les droits pour les lire? Donc, contre toute attente, ça doit être le processus qui cause les corruptions. Mais comment est-ce possible? On a la compartimentation entre le userland et le kernelland. Donc, son éclair de génie, c'est de regarder, je vous ai dit, la chronologie des événements. C'est ça qui va vraiment lui faire comprendre toute la nature du problème. Le dernier jour du mois, on a systématiquement des fichiers qui sont corrompus. Lorsqu'un propriétaire de site web télécharge le journal d'accès, le serveur se met en branle le premier jour du mois, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'à qu'on arrive à la fin du mois. Le dernier jour du mois est toujours suivi du fameux en tête, PK, etc., etc. Donc c'est une marque. Il va chercher les PK, les PK, les PK, il voit qu'il y en a plein, et c'est susceptible de corrompre tout le temps, le dernier jour, à la fin du mois. Les autres jours peuvent être également corrompus, mais quand on regarde l'ensemble des événements, c'est souvent à la fin du mois où on a le plus de fichiers qui sont corrompus. Donc là, il se dit, c'est bon, il faut que je comprenne comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Donc il est coincé pendant des heures. Il va essayer de troubleshooter, comme on dit en ingénierie, c'est-à-dire solutionner le problème. Trouver à une conclusion, et cette conclusion, c'est qu'il y a un bug au niveau du noyau. Donc, c'est facile. Blâmer le noyau Linux, ok, c'est quelqu'un d'autre qui a codé. Donc, c'est un amateur. C'est un amateur, il a entraîné la corruption des données, mais vous savez que en informatique, on n'a pas cette logique. On s'entraide, on est une communauté d'informaticiens, et justement, l'intelligence collective permet d'empêcher ou de corriger ces erreurs. On fait tous des fautes, on n'est pas des putains de robots, on est des êtres humains. Donc il se dit, c'est pas grave, je vais essayer de comprendre si éventuellement quelqu'un a fait une erreur. Le problème, c'est que le noyau, c'est un projet extrêmement complexe. C'est développé par des milliers d'individus, avec des méthodes qui peuvent parfois sembler chaotiques. Malgré cela, il est toujours stable et fiable. On s'en sert tous les jours. Ça fait fonctionner vos téléphones, vos tablettes, des satellites, votre ordinateur. Donc il regarde deux programmes qu'il va pirater en C. Le premier va écrire des chaînes assez bizarres avec A dans un fichier. D'accord? Donc il décide de créer son programme. Et il lui passe en paramètre l'accès, son car, constant car, à argv. Il ouvre sa boucle, il fait une boucle for, travailler dessus, puisqu'on veut écrire de multiples A. Et on fait une opération A, on fait appel à la fameuse fonction write qu'on a vue précédemment. Et on lui passe le string. A. Et on le répète 5 fois. D'accord? Fin de l'instruction, on sort de notre boucle. Ça va écrire notre fichier. D'accord? Donc ça, c'est sa preuve de concept. Ensuite, il répète la même chose. Il veut que celui-ci continue à transférer les données vers un pipe en utilisant la fonction splice, et il écrit ensuite une chaîne B dans le tuyau. Typiquement, c'est ce genre de choses qui se passe quand on utilise une compression zip. On a ce qu'on appelle un générateur zip. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de me perdre et de vous perdre. Grosso modo, grâce à ces deux programmes, donc ce programme-là
plus un autre qui l'a modifié pour écrire cette fois-ci du B. Donc il va utiliser le même code, sauf qu'il va appeler splice. D'accord? Là-dedans, eh ben, il lui passe différents paramètres. Et ensuite, il réécrit avec le write. Et là, cette fois-ci, B, 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 B. D'accord? En majuscule, 5. Sortie de la boucle. C'est un bug de noyau. Il se rend compte que la chaîne BBBBB commence à apparaître dans le fichier, même si personne n'a jamais écrit dans cette chaîne. Et là, il se rend compte qu'il y a un petit souci. Il se rend compte qu'il y a un petit souci parce que quand on pipe le programme 1 pipé avec le 2, on se retrouve avec nos B. Donc, il y a clairement un délire. Il se passe quelque chose. Quelqu'un écrit au niveau du processus sans avoir les autorisations d'écriture. Donc un bug, en fait, ça paraît simple, hein, mais une fois qu'ils ont été reproduits, quand on n'a pas compris le concept, eh ben, c'est toujours extrêmement complexe. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, tout paraît tout de suite plus clair. Donc il fait une vérification, il commence à charger tous les noyaux qu'il a sous la main. Il a le Debian Buster, le 4.19, il a le Debian Bullies, le 5.10. Il regarde les commits qui ont été faits sur GitHub, hein, grâce à git-bitsec, et il voit qu'il y a 17 étapes, hein, pour localiser le commit défectueux. C'est là, comme je vous disais en préambule de la vidéo, qu'il se rend compte qu'il y a 2 commits majeurs qui ont été effectués, le premier en 2016 et le second en 2020, qui vont entraîner ce bug. Donc au niveau de la bisect, hein, on a une validation des commits au niveau du code, hein, on a refactorisé le code du buffer au niveau du pipe, hein, pour en faire des buffers à pipe anonymes. Donc on passe d'un buffer de pipe à un buffer de tuyau anonyme. C'est ce qu'on appelle un merge, hein, une fusion. Et c'est pour ça que, en préambule, je vous disais, on a la fameuse fonction, hein, qui est appelée, qu'on voit, qu'on retrouve tout le temps, qui est récurrente. Pipe underscore buff underscore flag underscore can underscore merge. On y arrive. Donc là, ce qu'il comprend pas, c'est que il y a une interaction entre nos pipes, les buffers et nos pages. Et pourquoi le pipe, hein? J'ai une configuration, j'ai un service web qui génère des fichiers zip qui puissent communiquer avec le serveur web avec nos fameux pipes. Il parle du protocole WAS qu'on appelle Web Application Socket. Hein, on l'a inventé parce que avant on utilisait le CGI, le Fast CGI, l'AGP. Et là, ça nous plaisait pas, donc on est passé au Web Application Socket. On utilise des tuyaux au lieu du multiplexage sur un socket. Hein. Le multiplexage, il était utilisé via le Fast CGI et l'AJP. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser Splice à la fois dans l'application et le serveur web pour une fameuse efficacité maximale, le fameux zéro copie. Cela réduit la charge pour avoir des applications web hors processus, par opposition à l'exécution de services web à l'intérieur du processus du serveur web, comme font traditionnellement les modules Apache. Ça permet de séparer les privilèges sans sacrifier beaucoup de performance. Ensuite, on a nos pages. Nos pages, c'est la plus petite unité gérée par le CPU. 4KO. Tout est dans la couche la plus basse au niveau de la gestion de la mémoire de Linux. Ça concerne les pages. Si une application demande de la mémoire au noyau, elle va obtenir un certain nombre de pages qu'on dit anonymes. Toutes les ES, les entrées-sorties de fichiers, concernent également les pages. Si vous lisez les données d'un fichier, le noyau va les copier d'abord et sur un certain nombre de blocs de 4KO, de chunks, de morceaux de disque dur, et ensuite les injecter dans la mémoire du noyau. Tout ça, c'est géré par un sous-système qu'on appelle cache de page, hein, page cache.
Donc les données seront copiées dans l'espace utilisateur, la copie dans le cache de la page reste pendant un certain temps, et ensuite elle est réutilisée. Et ça va éviter toutes les entrées-sorties inutiles du disque dur, jusqu'au noyau, hein, et un jour, alors ça va dépendre du temps, le noyau décide que lui, il a une meilleure utilisation de cette mémoire, il va vouloir récupérer les données, il va faire ce qu'on appelle un reclaim, et au lieu de copier les données des fichiers dans la mémoire de l'espace utilisateur, les pages gérées par le cache de page vont être mappées directement dans l'espace utilisateur à l'aide de la fonction mmap. Donc c'est un compromis en fait, hein, pour réduire la bande passante mémoire au prix naturellement d'une augmentation des erreurs de page et du vidage TLB, hein, ce qu'on appelle du page faulting. Et vous en avez constamment. Hein. Vous pouvez aller sur quoi? Je vais vous montrer. Même si on appelle ça des erreurs, vous en avez constamment. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans performance. Ok. Je vais dans moniteur de ressources. Je vais dans mémoire. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Faute matérielle. Ah, faute matérielle. Plage de travail, d'accord? Faute matérielle, nom moyen de défaut de page matérielle. C'est ça. Ça, c'est votre page faulting. Ok? Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Mais, voilà, ça arrive. Hein, et c'est pas parce que c'est une faute qu'il faut le prendre au sens premier. Hein, en français, une faute, c'est grave. Non. Là, on peut se servir du page faulting. On s'en sert tous les jours même. Donc, le noyau Linux a plus d'astuces. Hein. Il va utiliser la fonction sendFile qui permet à une application d'envoyer le contenu du fichier dans un socket, sans aller-retour vers l'espace utilisateur. C'est une optimisation populaire hein, dans les serveurs web servant des fichiers statiques sur HTTP. Qu'est-ce que fait un serveur web? Il ne fait que servir des fichiers statiques. Il les modifie pas dynamiquement. Splice, donc, c'est une sorte de généralisation de sendFile, de la fonction. Elle permet la même optimisation si l'un ou l'autre côté du transfert, du tuyau, rappelez-vous, notre pipe, il a quoi? Il a une entrée, une sortie, et ben de l'autre côté, ça peut être presque n'importe quoi. Hein, ça peut être un autre tuyau, ça peut être un fichier, ça peut être un socket, ça peut être un périphérique de bloc, un périphérique de caractère, si on parle de disque dur. Le noyau va implémenter tout ça et passer par des références de pages sans rien copier. C'est ce qu'on appelle le zéro copie. Zéro copie. D'accord? Donc un tuyau, le pipe, c'est un outil de communication interprocessus unidirectionnel, qu'un sens. Une extrémité est là pour pousser des données, l'autre extrémité veut extraire ces données. Le noyau Linux, lui, il va implémenter tout ça dans un ring. Hein. C'est important au niveau de la programmation et dans ce qu'on appelle un pipe buffer hein, de structure. Donc en anglais, on parle de struct, hein, je vous en parle tout le temps, des structs, et du ring. Alors les rings, généralement, on parle de ring quand c'est soit des bus, soit au niveau de la mémoire. Hein. Et les structs, eh ben, c'est une des structures qu'on retrouve, là en l'occurrence au niveau de notre pipe. D'accord? Et tout ça, ça caractérise les fameuses pages dont je vous parle depuis le départ. Je vous ai dit, les blocs, on parle en blocs de données. Vos disques durs, ce sont que des blocs mémoire. D'accord? Donc, au niveau de la pipe, on travaille sur du 4K, hein, et le but, ça va être à chaque fois que tu veux écrire, je vais aller vérifier les pages et essayer d'en attribuer une nouvelle. Et si ça marche, eh ben, ça va permettre le bon fonctionnement de la mémoire tampon, des buffers du tuyau anonyme, hein, ce qu'on appelle des anon pile buff ops. Ok? Ops, opération, buff, buffer, pipe, notre tuyau anon, anonyme. Le problème, c'est que Splice, hein, quand on passe quelque chose, notamment un fichier d'un tuyau, le noyau va charger d'abord les données dans le page cache. Ensuite, il va créer un struct, le pipe buffer, qui va pointer à l'intérieur du cache de page. C'est la technique zéro copie. Et contrairement au tampon de canal anonyme, les données supplémentaires écrites sur le canal doivent être ajoutées à une telle page, car la page appartient au cache de page et non au canal de communication. Ça, c'est important. D'accord? Donc, le canal de communication, vous l'avez compris, c'est le tuyau.
c'est notre pipe. D'accord? Donc, on a des données qui sont non initialisées. On a le fameux pipe, buff, flag, can, merge. Et c'est au niveau de ce commit que on va introduire la corruption de la mémoire. Donc, dès qu'on fait un appel write au niveau de l'entête, ça va venir compresser, certes, le fichier et le page de cache va être écrit, mais on voit que, qu'est-ce qui se passe? On a des erreurs CRC. Les 8 premiers octets de cette entête vont être écrits, le reste va être abandonné. C'est pour ça qu'on a cette corruption. 8 octets d'espace qui sont non dispersés à la fin. C'est-à-dire que on a écrasé le reste des données, on n'a que les premiers 8 octets. Vous vous rappelez ce qu'il a constaté en étudiant. Donc on a une page qui est dite sale. Salir une page, ça veut dire que d'autres processus arrivent à écrire dans cette fameuse page, alors que en théorie, ce n'est pas possible. Et quand bien même ce changement est éphémère, après le redémarrage suivant, ou après que le noyau a décidé de supprimer la page du cache, le fameux reclaim, par exemple pour récupérer de la mémoire, la modification est annulée. Donc, cela permet des attaques intéressantes sans laisser de traces sur le disque dur, si on y réfléchit bien en termes de hacking. Donc, il va bosser sur d'autres exploits. Je vous redirigerai vers l'article, sinon la vidéo va faire des heures, mais il va faire des POC, et il va essayer de parser toutes ces données, essayer de comprendre. Apparemment, il y a un décalage qui doit être trouvé sur une limite de page. C'est ce qui va nous permettre d'écrire et de franchir la limite de page. On écrit de facto hors limite. On a un nouveau tampon anonyme qui est créé. L'attaquant, il dispose d'autorisation de lecture et pourtant, via le fonction splice, dans un page, en utilisant un pipe, à la fin, il se retrouve avec un fichier qui est écrit, qui peut pas être redimensionné, parce que le pipe a sa propre gestion de remplissage de la page et n'indique pas au cache la quantité de données ajoutées. Par contre, on peut réécrire des données qui sont déjà présentes dans un fichier. Et là, c'est la faille. Cette vulnérabilité, elle est intéressante parce qu'elle fonctionne non seulement sans autorisation d'écriture, mais elle fonctionne également avec des fichiers immuables sur des instantanés qu'on appelle BTRFS en lecture seule, c'est le système de fichiers, et de montage en lecture seule, comme par exemple les supports pour CD-ROM. En effet, le cache de page est toujours accessible en écriture par le noyau, et l'écriture dans un canal ne vérifie jamais les autorisations. Donc là, il commence à bosser sur sa preuve de concept.